Monsieur le Président de la région Centre-Val de Loire, Madame la conseillère régionale, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le conseiller municipal délégué au handicap, un clin d'œil à Jean qui nous a fait un mot d'accueil en tant que président de cette belle région. Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs, directrices, professionnels, parents, personnes en situation de handicap. Je salue aussi particulièrement les associations de ce beau département. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux, même très heureux, de vous retrouver nombreux à Tours aujourd'hui pour ce 64e congrès de l'UNAPI. Les ministres n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. La ministre Fadila Khattabi, en charge des personnes handicapées, est en campagne pour les législatives anticipées, mais elle avait même prévu être, elle l'aide peut-être, à l'ONU à New York. La ministre Catherine Vautrin, en charge du travail, de la santé et de la solidarité, nous avait pourtant donné cet hiver son accord de principe concernant sa venue. Bien sûr que ces absences sont le résultat d'un concours de circonstances, mais compte tenu du contexte politique, dire que nous sommes inquiets serait un euphémisme. Alors, je m'adresse, vous n'êtes pas là, mesdames les ministres, mais cela ne m'empêche pas de vous le dire, et ce message leur sera transmis, l'heure est grave. Il est plus que temps que les gouvernements prennent leurs responsabilités. Dans un contexte de transformation de l'offre à marche forcée, nous commençons à manquer sérieusement des financements nécessaires à l'exercice de nos missions. Et cela compromet dangereusement la qualité de l'accompagnement et par conséquent les droits des personnes et de leurs familles. Notre réseau est mis à rude épreuve et aucun mot ne peut suffisamment exprimer notre colère. Je commencerai par parler des droits des personnes. Car en France, ces droits des personnes en situation de handicap ne sont pas respectés malgré la décision du Conseil de l'Europe l'an dernier. On nous dit que les 50 000 nouvelles solutions et l'enveloppe budgétaire qui va de pair, c'est déjà faire beaucoup. Mais c'est faux. Ce chiffre est bien inférieur aux nouvelles solutions créées ces 7 dernières années. Et surtout, c'est insuffisant, particulièrement quand il s'agit de rattraper des années d'inaction. Ces 50 000 nouvelles solutions, nous nous en sommes saisis. Cependant, à nos yeux, elles ne sont qu'un miroir aux alouettes de plus. Sur le terrain, nos associations et nos professionnels assistent chaque jour, démunis, aux listes d'attente qui ne cessent d'augmenter. Rien qu'ici, en Indre-et-Loire, ils sont 327 élèves en situation de handicap à attendre une place en IME, 581 à attendre d'être accompagnés par un CESAD. Des dizaines de milliers de personnes sont sur tout le territoire français sans solution adaptée. Nous attendons des décideurs publics qu'ils assurent la pérennité, le développement de l'offre existante, ainsi qu'un réel déploiement de solutions nouvelles, de qualité et en quantité suffisante. Face
à l'inaction des gouvernants, du côté du réseau UNAPI, c'est l'indignation qui domine, mais aussi la détermination à défendre le modèle de société auquel nous croyons, car nous restons attachés au préambule de la Constitution de 1946 et au droit à la solidarité nationale et à la protection qu'il proclame. C'est pour ça que l'an dernier, nous nous sommes donné une ambition, s'engager pour le vivre ensemble. Et chaque jour, notre réseau d'entrepreneurs militants défend et tente de donner corps à ces fondamentaux. Nous croyons encore à la France, pays des droits pour tous. Une France au sein de laquelle toutes les personnes et toutes les familles auraient le choix et vivraient dans une société qui leur garantirait une vie avec et parmi les autres. Pas cette France épinglée par le Conseil de l'Europe il y a un an. Le thème de notre 64e congrès, s'engager pour le vivre ensemble, le défi des situations complexes, nous ne l'avons pas choisi par hasard. De notre engagement découle une grande attention aux situations complexes. Que ces situations soient dues au retentissement du handicap, comme c'est le cas de certaines formes d'autisme ou de polyhandicap, ou qu'elles soient dues à l'environnement dans lequel la personne en situation de handicap évolue. C'est le cas des personnes qui ne disposent que d'accompagnement partiel ou de certains enfants en situation de handicap suivis par l'aide sociale à l'enfance. Nous sommes convaincus que c'est en se préoccupant de ces situations que nous trouverons une solution adaptée pour chacun. Notre capacité à innover pour les droits des personnes et de leurs familles, pour leur qualité de vie, leur pouvoir d'agir et de dire, et pour leur autodétermination, n'est plus approuvée. Mais nous vivons des heures difficiles. Nos associations ne peuvent plus remplir correctement les missions de service public qui leur sont déléguées du fait des décisions prises depuis des années par les gouvernements successifs. À l'heure où certaines d'entre elles n'ont plus la trésorerie nécessaire pour continuer à fonctionner, nous réclamons les moyens pour mener à bien notre mission d'intérêt général. Nous avons plus que jamais besoin d'une politique globale, chiffrée, cohérente et financée pour assurer la pérennité de nos actions. Je cite un exemple révélateur. Depuis des mois, nous demandons un soutien pour financer les nouveaux droits des travailleurs en ESAT. La situation est urgente, notamment pour certains de nos ESAT qui font face à des difficultés financières sans précédent. Pour nous, la pilule est difficile à avaler. Nous le savons bien. Fragiliser, voire remettre en cause ce modèle est extrêmement préjudiciable pour les personnes et pour leurs droits. Et nous voyons que ce qui a été construit depuis 60 ans est aujourd'hui menacé de dislocation, et c'est alarmant. Ce qui se joue, ce sont les conditions sans lesquelles la solidarité n'existerait pas dans notre pays. Le droit des familles. En France, ce droit des familles de personnes en situation de handicap, là aussi, ne sont toujours pas respectés. La situation est dramatique pour ces familles qui pallient dans l'attente le manque d'accompagnement adapté pour leurs proches. Que répondent les décideurs publics à Inès, mère d'une personne avec trouble de l'autisme,
qui a dû arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant et qui aujourd'hui ne touche pas plus de 800 € par mois pour sa retraite. Que répondent-ils à Christophe, père d'une personne avec trouble du neurodéveloppement, qui lui aussi doit mettre sa carrière entre parenthèses pour accompagner son enfant aux soins de rééducation, de psychomotricité, et j'en passe. Christophe qui, en plus de tout ça, doit jongler entre toutes les démarches administratives et dont la plus grande crainte est que le système d'accompagnement actuel s'effondre. C'est mépriser le quotidien de ses parents que de penser que seules des solutions de répit pourraient suffire, comme la stratégie pour les aidants le prévoit. C'est méconnaître la réalité des retentissements du handicap intellectuel, mais aussi celle du trouble du spectre autistique, du polyhandicap, du handicap psychique, qui nécessite souvent une présence constante pour nombre d'actes de la vie quotidienne. Laisser les familles seules assumer cette responsabilité, c'est faire honte à notre société et aux idéaux d'égalité, de fraternité qu'elle revendique. Et c'est ce qui se passe à chaque fois que la société dite inclusive ne tient pas ses promesses. Ces familles aspirent à une société offrant des simplifications administratives, des dispositifs de soutien et d'accompagnement adaptés à leur vie professionnelle, personnelle, ainsi qu'à celle de leurs proches. Nous en sommes loin. Nous continuons donc à défendre un modèle de société en capacité d'offrir un soutien à la fois aux personnes et aux familles et de garantir leurs droits respectifs. Mon troisième point sera sur l'engagement des professionnels. Le modèle de société auquel nous croyons repose sur cet engagement quotidien des professionnels, acteurs du social et du médico-social, troisième pilier de la triple expertise. Et si par moments il nous arrive encore de nous dire que nous appartenons à une société dont nous sommes fiers, c'est aussi à eux que nous le devons. Ces métiers, nous le savons bien, sont les garants de toute la chaîne du lien et du prendre soin. Mais aujourd'hui, notre secteur souffre d'une pénurie de professionnels sans précédent. Et c'est l'accès aux droits et à la qualité de l'accompagnement qui sont menacés. Il est impératif de redonner à ces métiers toute la dignité et la reconnaissance qu'ils méritent, urgent de mettre en place un vaste plan d'attractivité. Sans eux, nous ne pourrions rien accomplir. Les personnes que nous représentons nécessitent un accompagnement par du personnel qualifié afin d'éviter toute rupture de parcours, laissant les familles, à ce moment-là, démunies, seules face à cette responsabilité. Alors, à l'heure où tout semble vaciller, il nous faut rendre hommage à l'engagement sans faille des professionnels, ceux du médico-social et ceux de la protection juridique des majeurs, qui permettent au quotidien à 200 000 personnes au sein de notre réseau d'être accompagnées correctement. Alors, face aux turbulences, nous tenons le cap. Nous croyons encore à la puissance du fait associatif, son aptitude à fédérer autour de valeurs communes, à innover, à créer du lien, et ce, sans but lucratif.
Nous tous ici avons fait le choix de nous engager car nous savons l'impact de nos actions peuvent avoir sur le quotidien des personnes que nous accompagnons. Les pouvoirs publics le savent aussi. Ils ont d'ailleurs toujours su compter sur nous dans les moments de crise, comme dans la pandémie du Covid-19. Hors période de crise, ils savent également pouvoir compter sur nous quand il s'agit d'aller toujours plus loin dans l'innovation pour les personnes en situation de handicap. 60 ans après, nous répondons toujours présents, car l'expertise n'a pas changé de camp. Nous tenons les digues parce que nous sommes certains de l'utilité et de l'impact social de nos actions, mais aussi parce que profondément convaincus que nos associations, en tant que corps intermédiaires, sont les garantes des valeurs de solidarité, d'égalité et de fraternité au sein de notre société. Notre réseau est porteur d'une ambition profondément politique et que je continuerai à défendre devant les ministres, celles-ci ou les prochaines d'ailleurs. Tout le monde doit trouver sa place, quel que soit son lieu de vie et ses besoins d'accompagnement. Les décideurs publics doivent être à la hauteur des obligations auxquelles ils sont tenus en vertu de leurs responsabilités, c'est-à-dire garantir la qualité de l'accompagnement et des droits, et ce, dans un esprit de co-construction avec les acteurs de terrain que nous sommes. Alors, face à l'affaiblissement de la volonté politique, je voudrais conclure par un appel à faire bloc. Je veux vous dire combien il est important de faire réseau pour faire société. Nos actions s'inscrivent dans la continuité d'une histoire riche et féconde. Notre monde associatif œuvre sur un temps long. Nous vivons une étape difficile, mais notre réseau en a vu d'autres. Nous la franchirons en renforçant les coopérations. Si nous ne lâchons rien collectivement, nous fixerons les normes financières, politiques et sociétales que nous souhaitons voir advenir. Le chemin parcouru depuis toutes celles et ceux qui nous ont précédés est immense. Ce qui a été construit depuis la création de la première association à Lyon en 1948 est à peine croyable. Une fois encore, aujourd'hui, nous apporterons la preuve de la richesse de notre triple expertise, de notre audace, de notre capacité d'action. Une fois de plus, nous ferons la démonstration de notre capacité à nous positionner en tant qu'acteurs politiques unis, influents et puissants. Nous étions là hier, nous résisterons aux difficultés d'aujourd'hui et tous ensemble, nous inventerons les solutions de demain. Je vous remercie pour votre attention et votre soutien.